嘘だろ。絶望が現れた時、愛する人に何ができるのか。目覚めよ、王よ。Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Bonjour. Comment vas-tu mon cher Fabien? Bah ça va. La dernière fois qu'on vous a parlé, on était là-bas pour vous dire qu'on bossait sur un truc. Voilà. Et oui, et donc là, on sort du cinéma, mais pourquoi est-ce qu'on sort du cinéma? Est-ce que tu peux tout nous dire? Eh bien oui, on avait dit l'année dernière qu'on reviendrait peut-être ponctuellement pour couvrir certains événements majeurs. Et donc là, on sort de la séance de Godzilla 2, Roi des monstres, la suite du film de Gareth Edwards qu'on avait vu il y a 5 ans. Et vu que vous nous avez demandé ce qu'on pensait du film, on a tourné une petite vidéo pour vous dire ce qu'on a pensé du film. Donc du film de Michael Dougherty qui vient tout juste de sortir en salle. Alors est-ce qu'on essaye de faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une partie sans et avec spoiler? Je pense qu'on peut direct dire qu'on va aller dans le spoiler, mais comme ça vous permet de nous suivre tranquillement. Voyez le film et vous revenez voir la vidéo si vous n'avez pas vu le film. Et je pense que dans le flux de la conversation, c'est bien de spoiler, on va dire, de manière naturelle. Donc si vous n'avez pas vu le film, courez le voir. Et si vous l'avez vu, on va attaquer. Voilà. Rodan, Ghidorah, Mothra. Oh my. They're everywhere. It's comforting. Our planet will perish, and so will we. Unless we set Godzilla free. This time we join him. That's messed up. Good thing he's on our side. Beautiful. Here we go. This is Godzilla's world. We just live in it. Damn right. Godzilla, rated PG-13. See the full trailer on YouTube now. Pour résumer le film, donc ça se passe vraiment 5 ans. Vraiment 5 ans après le film de Gareth Edwards. D'ailleurs, on nous rappelle un peu les événements qui se sont passés, tout ça. Et donc Monarch a pris un peu plus d'importance, on va dire, dans le quotidien des humains et dans les recherches sur les monstres. Donc Godzilla est connu, respecté, tout ça. Et il y a d'autres monstres qui font leur apparition suite à des événements qui sont au cœur du film, pour pas trop en dire. Et du coup, ça va être l'occasion on pourrait dire, d'une course contre la montre avant l'extinction. Sans forcément trop en dire, on va dire que voilà, l'enjeu du film, c'est d'éviter la fin du monde. Voilà. Oui, alors tout à fait, donc c'est quand même le 3e film de ce qu'on appelle maintenant le Monsterverse, donc qui fait suite au Godzilla de Gareth Edwards de 2014 et aussi au Kong Skull Island de Jordan Vogt-Roberts qui est sorti en 2017. Donc le but, c'est à la fois de continuer la franchise de Godzilla, mais en même temps de poser les bases pour Godzilla versus Kong qui sortira l'année prochaine. Voilà, clairement là on est Gareth Edwards devait réaliser le film, mais il ne l'a pas fait après Rogue One parce qu'il était crevé, donc il voulait un peu mettre le frein sur les grosses productions. Et arrive Michael Dougherty qui lui, on le connaît de ses collaborations avec Bryan Singer. Il avait coécrit X-Men 2, il avait coécrit Superman Returns notamment, puis ensuite il est passé à la réalisation déjà sous couvert de Legendary Pictures avec Trick and Treat, qui était un film d'horreur sorti il y a une dizaine d'années, pas chez nous. Chez nous, on l'a eu directement en DVD, je crois. Et Krampus qui était une variation horrifique des films Amblin. Voilà.
qui est sorti il n'y a pas longtemps. Sorti ça il y a- devait être Ouais, il y a, 2015. il y a 3-4 ans à peu près. Et il se trouve que Michael Dougherty est un fan de Godzilla et qu'il a manifesté auprès de Legendary Pictures son désir de faire la suite de Godzilla. Et donc sur ce film-là, il a une double casquette de co-scénariste et de réalisateur. Donc Dougherty a toujours dit qu'il était fan de Godzilla, qu'il respectait à fond la franchise, qu'il connaissait tous les films par cœur. Donc quand on vend aux fans le fait qu'un fan va réaliser le film d'une franchise, en général c'est toujours bon signe, surtout que le film de Gareth Edwards, bien qu'il avait rencontré beaucoup de succès, c'est un film qui avait quand même divisé les gens. Il y avait des gens qui adoraient le film, d'autres qui l'aimaient pas du tout. Il y a eu toujours cette histoire qu'on ne voyait pas assez Godzilla dans le film, que les humains n'étaient pas assez intéressants. Et donc l'annonce de Michael Dougherty, de par son statut de fan, était l'annonce justement d'un film plus grand, plus touchant, plus intense et surtout plus riche en films de monstres. Et surtout, c'est vrai qu'ils avaient annoncé dès la sortie du Gareth Edwards au Comic-Con 2014 qu'il y aurait d'autres monstres. Ils avaient tout de suite annoncé King Ghidorah, Rodan et Mothra. Ils avaient dit tout de suite qu'ils seraient dans la suite. Donc le carré d'as parfait des 4 monstres, les 4 piliers de la Toho, quoi. Donc en fait, dès 2014, on savait qu'on allait s'attendre à une suite beaucoup plus grosse, beaucoup moins avare en termes de monstres, avec beaucoup plus éventuellement de combats, ce genre de choses. Depuis 2014, on savait plus ou moins qu'on allait voir un maelstrom de monstres dans la suite. Il faut savoir que le film, encore une fois, ça raconte une histoire très personnelle. C'est encore une histoire familiale, puisqu'on suit l'histoire d'une famille, la famille des Russell, qui a perdu leur fils dans la catastrophe de San Francisco, donc qui concluait le premier Godzilla de Gareth Edwards. Ils ont survécu tous les deux avec leur fille, Madison. Donc des années plus tard, la mère, parce que le couple travaille pour Monarch en fait, la mère a développé une espèce d'outil qui s'appelle l'Orca, qui est une espèce d'appareil qui permet de communiquer, enfin d'envoyer une fréquence pour communiquer avec les monstres, pas les kaijus, les titans, ils sont appelés les titans dans le film. Et cette femme, grosso modo, elle s'associe avec un groupuscule terroriste qui veut ramener la paix dans le monde, ou rétablir l'équilibre sur Terre, pour lâcher les titans sur Terre, parce que si les titans sont lâchés sur Terre, ils vont se battre ensemble et la vie reviendra de façon naturelle après leur passage, éliminant tout ce qui est pollution, guerre et tout ça. Et c'est une manière de remettre l'humain à sa place. Donc elle et sa fille sont kidnappées justement sont enlevées de manière voulue par cette organisation terroriste, ce groupuscule terroriste. Et l'ex-mari donc de Emma Russell, Mark Russell, est contacté par le docteur Serizawa pour justement aller retrouver son ex-femme et le fameux outil, le fameux Orca. Ça, c'est l'histoire humaine qui est racontée dans le film. Sauf que Emma relâche Mothra, elle relâche King Ghidorah, et plus tard dans le film, elle relâche Rodan. Et plein d'autres monstres. Et plein d'autres monstres qui ne sont pas sous copyright de la Toho, qui sont des monstres originaux mais qu'on voit très très peu dans le film. Et donc Monarch, l'équipe de Monarch va utiliser son aile volante, un peu à la Star Trek. Ils ont un vaisseau cette fois-ci, et ils vont de ville en ville pour contrecarrer les monstres et empêcher les humains de se faire détruire. Donc ils doivent évacuer ville après ville. C'est ça, il faut dire clairement que c'est limite Star Trek Godzilla, parce qu'on suit vraiment un équipage dans un vaisseau pendant quasiment 2 heures de film. On a le scientifique, on a le militaire, on a le blanc, le noir, l'asiatique, mais vraiment le latino, le mec super sérieux, le mec qui fait des blagues et tout ça. Ce qui est super intéressant pour ramener toujours les humains dans l'action. En soi, le script sur le papier, il est super intéressant, parce qu'il développe l'univers, et on passe même du côté un peu Toho science-fiction, tu vois, avec cette fois on n'est plus du tout dans des appareils militaires réalistes. Là on a des espèces d'ailes volantes, on a des drones sous-marins. Il y a même des bases. Un peu à la Avengers, tu vois, comme une espèce d'hélicarrière sous-marin. Enfin, on est vraiment dans une réalité parallèle alternative.
Mais le problème, c'est que cette histoire-là, de famille déchirée, de famille traumatisée, on l'a déjà vu dans le film d'avant, donc ils nous refont le coup de la famille traumatisée, et c'est un peu dommage, je trouve, même s'ils essaient de rendre cet aspect-là plus touchant, plus intéressant, plus engageant, ce qui est le cas, parce qu'on a d'excellents comédiens. Mais les monstres dans tout ça, qu'est-ce que t'en fais ? Godzilla, grosso modo, c'est Gamera, quoi. Voilà, c'est le Gamera de la trilogie Gamera, c'est-à-dire c'est vraiment la force de la nature qui doit rétablir l'équilibre, ce qui était le cas dans le film d'avant, mais ce qui est encore plus présent ici, puisque la connexion entre les humains et Godzilla est encore plus présente. Mothra, c'est Mothra, sauf que on la voit très très peu finalement. Rodan, c'est un oiseau de proie gigantesque qui est certes super bien designé, mais j'ai l'impression que c'était Zazu du Roi Lion, quoi. C'est-à-dire il lui faut toujours un roi, il lui faut toujours un mâle alpha qui doit servir. Et on a King Ghidorah. Alors King Ghidorah, c'est très intéressant parce que lui, ils l'ont pas trop modifié, c'est vraiment lui, sauf qu'ils lui ont ajouté un côté vraiment bad guy, un côté vraiment sournois, et surtout ce qui est intéressant, c'est que les trois têtes sont pas forcément d'accord entre elles, ce qui est un truc qu'on n'a jamais vraiment vu auparavant. Il y avait toujours une coordination totale entre les trois têtes. Là, il peut y avoir des conflits entre les trois têtes, ce qui explique pourquoi il y a eu 3 acteurs différents qui ont incarné les têtes. Là, tout ce qu'on vous dit, c'est dire ça a l'air génial et tout ça, ça a l'air top et tout. Il y a quand même un gros souci de ce film, c'est qu'il est super dense, comme on peut le voir. Il y a beaucoup de choses sur le papier, parce que il faut amener aussi Skull Island et Kong là-dedans. Hein. Mais s'il y a un gros problème, c'est la mise en scène, quoi. Hein. Je veux dire, la mise en scène qui est le montage, où finalement on voit. Les combats de monstres sont quand même assez nombreux, mais ils sont montés un peu n'importe comment. C'est surtout des scènes de nuit, sous la neige. Des scènes de nuit, il n'y a que des scènes de nuit d'ailleurs. Ouais, à part une scène de jour. Il y a une scène avec Rodan, mais qui. C'est même pas un combat. C'est une scène de poursuite. Mais voilà, on a cette scène, beaucoup de scènes de nuit, avec du vent, avec de la pluie, de la neige, des intempéries. En plus, le réalisateur filme très près de ces monstres. Il y a une purée de poids constante. Et les plans ne s'enchaînent pas de manière harmonieuse. Et ce qui devrait nous faire kiffer, j'ai envie de dire, devient désagréable. Et je crois que c'est la première fois fondamentalement dans un film de Kaiju Ega de la Legendary que ça se produit. C'était pas le cas de Pacific Rim premier du nom, qui était assez shaky par moment, mais qui était très coloré, donc du coup il n'y avait pas ce problème de lisibilité. C'était pas le cas du tout sur le Godzilla de Gareth Edwards, qui était un film extrêmement lisible, même les séquences de nuit on voyait tout. C'était pas le cas de Skull Island dans mon souvenir non plus, et c'était pas le cas de Pacific Rim Uprising qui se déroulait quasiment en plein jour. That's what I'm talking about! Gonna be a long day. What do we do? We fight! Those on top of me. Et là, vraiment, ça devient problématique parce qu'on se dit, mais est-ce que vous avez envie quand même que votre spectateur apprécie ce qu'il voit ? Et moi, à un moment donné, moi j'ai vu le film 2 fois. Hein. Je dirais la première fois, je me dirais, non, c'est moi qui ai mal regardé, tout ça. En fait, non, c'est juste que effectivement, les séquences sont pas très bien montées parce qu'on alterne ces séquences de shaky cam des plans larges de monstres qui se battent, alternés avec des humains qui sont en train de réagir dans des carlingues de voitures, des carlingues d'hélicoptères, tout ça. Et c'est toujours des gros plans avec des flashs lumineux. Et c'est plutôt désagréable, il y a très peu de plaisir. Et le chef opérateur, c'est Laurence Sher, c'est-à-dire c'est un collaborateur de Todd Phillips. Et le mec, il bosse toujours avec du bleu et du jaune. Et c'est encore le cas ici. On a le droit à des bleus dégoulinants et à du jaune pisse. Et vraiment en termes de mise en scène, on perd tout ce que Gareth Edwards avait amené en termes d'ambiance, en termes d'atmosphère. Alors je ne dis pas qu'il fallait faire 2 fois le Godzilla Gareth Edwards, mais je pense qu'il y avait un travail supplémentaire à faire sur les combats qui n'a pas du tout été fait ici. La preuve, il y a 3 monteurs sur le film. Et des fois, c'est trop. Il y a une abondance de plans. Tu sens que le film est surcuté et surremonté. Enfin, tu n'arrives pas à respirer en fait quand tu vois le film surtout.
Et encore, tu vois, la deuxième fois, je trouvais justement, on s'ennuyait jamais. Je trouvais que ça passait très vite. Le seul moment vraiment de pause dans le film, c'est une scène avec Ken Watanabe qui est peut-être la meilleure scène du film, une des meilleures scènes du film. Et le problème, c'est que je pense que Doherty et les producteurs ont eu tellement peur de se mettre les fans à dos, ils se sont dit, on va rentrer tout ce qu'on peut de la franchise de Godzilla dans un seul film, quitte à en faire un best-of un peu indigeste. Et c'est là l'autre problème du film pour moi, c'est que on va vous balancer des choses, enfin des éléments clés de la saga. Il y a un aspect fan service qui est très très dérangeant, mais je vais laisser Jordan en parler maintenant. Oui, alors c'est vrai que le film, comme tu le disais, il a un très très gros problème en termes de fan service, c'est qu'il en abuse vraiment trop, au point où ça en devient ridicule. Par exemple, il y a plusieurs localisations dans le film, et à chaque fois ça fait référence à quelque chose de précis en rapport avec le personnage. Et oui, c'est sympa une fois, deux fois, mais ça devient trop redondant. Par exemple, les avant-postes sont des références à des dates clés de l'histoire du genre. On a compris une fois, mais il n'y a pas besoin de le faire plusieurs fois. Pareil, il y a plusieurs espèces de clins d'œil un peu subtils, notamment un en rapport avec Mothra. On le voit une fois, deux fois, et puis après, c'est un petit peu, c'est vraiment un petit peu redondant. Enfin, on a compris, on n'a pas besoin d'avoir 5 fois le même clin d'œil en 10 secondes, 20 secondes. Je pense que les gens ont compris. Les combats sont totalement illisibles. Et comme Fabien le disait, on pourra reprocher tout ce qu'on veut à Pacific Rim Uprising. S'il y a quelque chose qui est quand même assez bien torché dans le film, c'est quand même la grosse scène de combat de fin, qui est quand même 2 jours et quand même assez lisible, sachant qu'il y a presque 6 ou 7 persos à l'écran. Je crois qu'il y a 4 Jaeger et 3 monstres ou un truc comme ça. Enfin, c'est quand même la scène reste quand même assez facile à suivre. Là, on a 4 personnages et on arrive aucunement à suivre réellement ce qui se passe, et surtout il y a des personnages qui servent à rien. Dire Mothra, elle apparaît 3 plans dans le film, et je crois qu'il y a il doit y avoir deux fois où on arrive éventuellement à discerner son design, mais je pense qu'on arrivera plus facilement avec les jouets, je pense. Il y a des personnages qui sont là que pour faire des vannes, et surtout, on sent qu'il y a un gros problème d'écriture, des dialogues qu'on n'avait pas dans le Gareth Edwards et même dans le Skull Island. Je me souviens pas de personnages aussi bêtes, même dans Skull Island. Il n'y en avait pas autant, et ils étaient tous utiles en plus. C'est ça, et c'est embêtant justement en termes d'univers partagé. Puisque justement, on nous a présenté Kong. Où est Kong dans ce film ? Enfin, je veux dire, il y a une menace mondiale et à aucun moment on te dit qu'éventuellement Kong pourrait venir filer un coup de main. C'est le gros problème de ces univers qui ajoutent des éléments film après film. Oui. Et du coup, même si Kong Skull Island était par exemple le 2e film, où du coup on pouvait se dire oui, mais pourquoi il n'intervient pas dans le Gareth Edwards, il réussissait à poser les bases des films qui allaient venir. Dire, on te présentait Monarch, on faisait 2-3 références subtiles à Godzilla sans que ce soit trop lourd. Là justement, tu te dis, où sont-ils ? Enfin, tu t'attends à ce qu'il y ait une quelconque cohésion justement avec les éléments qu'on a déjà mis en place dans l'univers. Et du coup, c'est un petit peu dommage. On te parle de Kong 2-3 fois, mais c'est juste parce qu'il y a eu le film d'avant. Enfin, il a aucun intérêt. Je veux dire, on aurait fait un film sur, je sais pas, un Yeti géant ou un truc comme ça. On t'aurait balancé 2-3 photos du Yeti dans le film. Enfin, là, Kong a aucune importance, si ce n'est juste rappeler que Skull Island fait partie du même univers. Et je trouve ça extrêmement dommage. Don't call it a Mothra. Don't call it a Ghidorah. Don't call it a Rodan. Don't call it a You gotta
catchy name for this one? My God, Zilla. Don't call it a comeback. I've been here for years. Our planet will perish Bam! unless we set Godzilla free. Listen to the bass go boom. So this plan is what you would call a long shot. Well, let's get started. Competition's paying the price. I'm gonna knock you out. I'ma say nice. Long live the king. That's messed up. This is Godzilla's world. He's just living it. Damn right. Rated PG-13. Experience it in IMAX May 31st. Alors, la musique, je l'ai trouvé bien en écoute isolée, mais je trouve que dans le film, elle est totalement noyée dans tous les effets sonores, en fait. Enfin, et je trouve que c'est extrêmement dommage d'avoir pris la peine d'imposer les thèmes historiques pour en faire ce qu'ils en font. Enfin, par exemple, pour revenir sur Mothra, on reprend le thème de Mothra de 61, mais à aucun moment on fait référence clairement au Chobijin ou à la chanson de Mothra, et pour le peu qu'elle apparaît, c'est à se demander pourquoi est-ce qu'ils ont repris le thème. Enfin, vraiment. Bon, le thème de Godzilla, je suis content qu'ils l'aient repris, mais bon, est-ce que c'était utile ? Encore une fois, pour ce qu'ils en font dans le film, c'est très cool de l'entendre en écoute isolée, mais je trouve que dans le film, je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Surtout que le thème de Mothra qu'ils utilisent dans ce film-là, qui est le thème de 61, c'est un thème qu'on entend dans le cadre d'un spectacle. C'est pas leur musique à elle, Oui. tu vois. Donc, si, moi, en parlant de la musique, je voudrais savoir comment est-ce qu'ils ont pu valider la chanson, enfin la cover de la chanson de Godzilla ouais. C'est sympa, mais non. non, d'une part, parce qu'il faut arrêter faut passer à autre chose, et puis surtout, moi je trouve que la cover, elle est pas terrible, quoi. Ouais, et puis même, j'ai pas envie de terminer le film sur une chanson rock, quoi. Ils avaient fait déjà une cover pour le film de Roland Emmerich, Come With Me, je rappelle que c'était déjà une cover. Là, ils nous refont le coup de la chanson rock qui boucle le film. Non, enfin, ne revenez pas sur cette espèce de posture de film cool, de tout public. Il y a un renoncement à tout ce qu'a fait Gareth Edwards qui, moi, me désole un peu, en fait. Et surtout de tout sacrifier tiens, t'as vu le fan, tu vois, regarde comme je connais la franchise. Et c'est un peu dommage, c'est vraiment dommage. Oui, non, mais tout à fait, parce que c'est vrai que même si on reprend encore une fois Skull Island puisait encore ce qu'il y avait dans le Gareth Edwards. C'est-à-dire que notamment, par exemple, tu avais une séquence d'ouverture, enfin, tu avais un générique d'ouverture qui était le même que celui du Gareth Edwards. On prenait vraiment le temps de poser les bases de Monarch et tout ça. Et c'est vrai que là, déjà, il n'y a pas de générique de début. On te reprend un espèce de truc qui ressemble à la fin, mais vite fait, et on le coulise à fond, en te foutant des tweets, des extraits de journaux et tout ça. Enfin, il n'y avait pas le côté complot qu'on avait dans les génériques du Edwards et de Skull Island. Tu vois, en fait, c'est devenu cool de vivre avec les kaijus, en fait, et c'est ça qui me gêne. Et par plusieurs reprises, on entend le rugissement du Godzilla de Roland Emmerich dans le film, 2 fois, et je comprends pas pourquoi. Comme si le rugissement qu'on avait créé dans le film d'avant était pas suffisant. Je sais pas, j'ai l'impression de me retaper Godzilla 2000 où il mélangeait les rugissements. Enfin, c'était un peu bizarre des fois, mais je sais pas. Je sais pas si tu veux parler d'autre chose. Mais... Si, moi j'aimerais juste parler de la promo française. Parce qu'il faut quand même en parler. Enfin, moi j'aimerais vraiment savoir qui a validé cette affiche française. Non mais vraiment, je suis désolé, hein, mais qui a validé cette affiche dégueulasse française avec le Godzilla qui est super zoomé, avec des titres en jaune. On se croirait sur un DTV limite. Bleu et jaune, on se croirait dans le film en fait. Non, mais je veux dire, quand tu vois l'affiche, t'as l'impression de voir une pub pour un petit film des années 2000, tu vois. Il manque plus que le logo Skyrock et MSN pour être parfait.
Je regarderai s'il n'y a pas le logo Skyrock. Bah, surtout quand tu vois les posters internationaux, pour pas dire américains, parce qu'il y a des posters chinois qui sont magnifiques, on en a vu, et je me dis mais pourquoi est-ce qu'ils ont validé un poster aussi dégueulasse? Non mais vraiment, moi je le dis, je pense pas que ça serve le film, vraiment. Non, vite fait, pour revenir sur le film, je trouve que Gareth Edwards est arrivé à éviter plein de problèmes, même si ça n'a pas plu à tout le monde. Mais là, je trouve qu'il y a tous les problèmes de mise en scène des blockbusters. Je trouve qu'il y a toujours ces zooms numériques sur les visages des monstres, ce montage où finalement aucun plan n'est raccordé correctement, cette shaky cam omniprésente qui devient vraiment désagréable et qui gâche le plaisir, cette propension à vanner qui me saoule, et surtout cette incapacité de raconter ce qui se passe maintenant uniquement et toujours devoir annoncer ce qui vient après juste parce que c'est la norme du moment. Et je pense qu'à un moment donné faut arrêter. Alors oui les mecs, vous les films de Godzilla c'était comme ça, on voyait plein de monstres, on voyait plein de fights et tout comme ça. Oui, mais sauf que les films étaient concentrés sur ce qui est raconté sur le moment. Ils cherchaient pas à vous faire du coude pour vous dire il y aura ça après. Et à la limite, c'est pas un problème qu'ils essayent d'étendre l'univers. Au contraire, c'est bien d'avoir quelque chose où on te fait comprendre qu'il y a plus que ce que tu vois, mais il faut savoir bien le faire. Vraiment, il faut savoir bien le faire. Moi j'ai pas grand chose à dire sur le film. Je pense qu'on se rapprochait quand même de ce que Yann de Bont voulait faire en 94 avec son film, dans l'idée, sauf que dans l'exécution c'est pas vraiment ça. On a un gros truc un peu pachydermique qui est pas désagréable en soi, qui est blindé de défauts, qui est assez inoffensif et qui je pense ne détruira pas la franchise, mais ça reste clairement une déception. Personnellement, pour moi, ce film n'est pas à la hauteur des attentes qu'on plaçait dans le réalisateur. C'est pas un film qui est à la hauteur des images qu'on nous promettait il y a un an dans la sublime bande-annonce première du nom qui était superbe. Et j'espère qu'Adam Wingard va poser sa caméra dans contre Godzilla et qu'on va avoir peut-être un film un petit peu plus compact et un petit peu moins désorganisé, quoi. Mais c'est vraiment frustrant parce que je trouve que l'idée de rassembler tous les personnages dans un même lieu, c'était vraiment bien, mais tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Il y a aussi le problème de la désacralisation, j'ai trouvé dans ce film. On te parle toujours maintenant de démystifier, de démonter un peu les mythes comme ça, sauf que là, c'est quand même poussé au forceps. Je veux dire, on va prendre l'exemple de ce qu'ils font de l'Oxygen Destroyer, qui est quand même un outil mythique et qui marque le début et la fin de la franchise Godzilla à un point donné. Puisque je rappelle quand même qu'on le retrouvait dans Destroya qui était censé marquer la fin de la franchise, enfin ce qui montre bien l'aura du truc. Et là c'est résolu en un plan, en une réplique. On dit on a créé un destructeur d'oxygène, c'est un vulgaire missile. On voit deux trois images qui rappellent vaguement l'espèce de boule avec les voilà, mais il n'y a pas ce côté sacré du truc, tu vois. Tu parlais de Destroya, mais aussi Godzilla x Mechagodzilla, où il y a toute une réflexion sur ce que l'Oxygen Destroyer a détruit mais laisse derrière lui. Là, on sent que c'est un truc qu'on te balance, tu vois. C'est ça, et pareil, pour continuer sur Destroya, dans Destroya, on partait du principe que Godzilla arrivait en fusion et qu'il était sur le point de mourir. On nous refait le coup du Godzilla en fusion dans le film, sauf que c'est devenu un power-up. Donc, enfin, c'est très bien, je suis très content de voir des trucs que j'ai déjà vus et de les voir réadaptés, franchement c'est très cool, mais y a toute une symbolique derrière. Godzilla il fusionne pas pour le plaisir, il fusionne parce que il est en train de, justement, il est en train de créer une fission nucléaire. Donc tu peux pas te dire ouais c'est bon, on va le faire rougir vite fait, il va battre le monstre façon Doomsday dans Batman vs Superman. Parce qu'à la fin, c'était clairement ça. Et après, il redevient bleu comme avant. Enfin, il faut, même si on a tendance à démystifier tous les personnages comme ça, je pense qu'il faut quand même garder une certaine sacralité pour certains éléments, je trouve. Ce qu'avait fait Gareth Edwards. Voilà. Moi, c'est tout sur le film.
Hey, what's with the light show? It's an intimidation display. Consider us very intimidated. We opened Pandora's box, and there's no closing it now. Long live the king. Godzilla, rated PG-13. See the full trailer on YouTube now. Alors Adrien, maintenant qu'on a parlé pendant des heures et des heures, on va te laisser parler. Qu'as-tu pensé de Godzilla 2, King of the Monsters? Alors on évite de mettre le 2 s'il vous plaît, parce que ça m'horripile à mort. En plus c'est 2i, donc c'est chiant. Mais donc, alors il faut savoir que j'ai vu le film avec Fabien au Grand Rex, et la séance était immonde. Beaucoup de fans de Millie Bobby Brown qui gueulaient parce que Millie Bobby Brown, il y avait Kev Adams dans la salle, donc bref, on s'est tapé une séance absolument horrible. Les gens avec des pisseuses, les gens qui se levaient dans la salle à tout bout de champ, on n'arrivait pas à voir les sous-titres, c'était insupportable, mais vraiment. Une des pires séances que j'ai vues. Bref, outre ça, ce film m'a fait déprimer pendant 3 jours parce que je ne savais pas quoi en penser. Je suis sérieux, c'est vraiment... Je m'attendais à un truc, j'ai eu ce que j'ai vu, je savais pas quoi dire dessus. Je le revois aujourd'hui et je te jure, j'ai compté les plans à chaque combat, tout ça, etc., etc. Je vais commencer par ce que je n'aime pas. Ce que je n'aime pas, c'est qu'il se passe trop de trucs. On essaie trop de vendre les choses aux fans. On essaie trop de dire « Regardez, nous aussi on connaît ça, on va vous mettre ce que vous voulez. » Il faut que l'histoire soit une priorité et qu'elle passe avant le fanservice. J'aime beaucoup le fait qu'on amène l'Oxygen Destroyer. C'est très bien, j'ai gueulé dans la salle pour ça. Hein. J'avoue, j'étais le seul à faire « Wouh » comme ça dans la salle. Personne n'a compris. C'était très simple de dire au début du procès dans le film, on a une arme, si Monarch n'arrête pas ses activités, on va utiliser l'arme. Ça passe crème et ça permet d'introduire l'Oxygen Destroyer. C'est tout bête. Une phrase et ça passait. Et t'as beaucoup de trucs comme ça. T'as des personnages qui sont pas très utiles, comme le mec qui fait beaucoup de blagues. Là, c'est le genre de personnage qui désamorce l'épique que j'aime pas du tout. C'est dommage. J'espère qu'il... Je l'aime beaucoup l'acteur, hein. J'espère qu'ils écarteront un petit peu pour le Godzilla contre Kong, parce qu'il vraiment il est pas utile. Mais voilà, les designs des kaiju originaux sont dégueulasses. Je spoil un petit peu, mais il y a un genre de mammouth sans trompe. C'est la pire créature que j'ai vue cette année. C'est horrible. Je n'avais jamais vu un truc comme ça. Enfin, j'ai beau dire que Pacific Rim Uprising c'est pas super bien, quoi que ce soit. Les monstres sont clean. Ce truc-là sort de nulle part. On dirait un... C'est moi qui l'ai dessiné à 5 ans. Parce que je voulais faire un éléphant préhistorique. C'est ça. Maintenant, outre ces choses-là qui m'ont vraiment déplu, le montage un peu hasardeux, 3 monteurs sur un film, c'est trop. Enfin, il n'y a plus de point de vue. Outre tout ça, il y a des choses que j'aime beaucoup, qui sont les designs des monstres. Alors Godzilla, il est toujours à peu près pareil, mais King Ghidorah, j'adore son design. Les ailes qui se déploient, toute la prestance qu'il a, le fait qu'il puisse avoir des expressions. Chaque tête a vraiment son expression, quoi. T'as la tête de gauche qui est toujours un peu curieuse, qui fait des trucs. T'as la tête du milieu qui est vraiment la bosse. Et t'as la tête de droite qui est un peu plus réservée, un peu plus timide. Mais voilà, cette tête de gauche, ça m'a pas bien fait rire. Rodan, il est sublime. Et même si ça, voilà, même si c'est clairement le Starscream de Godzilla, on l'attend. Ouais, on s'attend à ce qu'il dise oui, mais si Ghidorah, ça, voilà. Cette séquence dans les airs où pour le coup là, il va vraiment vite. Elle est magnifique, je trouve. Enfin, donc certes, elle est jaune pisse, quoi que ce soit, tout ça. Toute la fumée qui sort de ses ailes avec la lave comme ça et tous les mecs qui flippent parce qu'ils sont ils sont pas protégés dans leurs avions de chasse comme ça. Enfin, je trouve ça dingue parce que ils ont réussi à moderniser ce qu'on avait dans les anciens films et ça c'est cool.
Et pour le coup, ça c'est ce que j'attendais vraiment. Ça vaut pas Gamera 3 les revanches d'Iris avec le combat dans les airs. Je pense que c'est un combat qui vit très bien et on n'arrivera pas à dépasser ça. Maintenant, je crois que c'est vraiment la séquence de combat qui se vaut dans le film. Un truc que j'aime pas trop, c'est qu'il faut arrêter de reprendre la trilogie Gamera. J'adore la trilogie Gamera, c'est super. On peut reprendre des trucs parce qu'on réinvente jamais rien. C'est un truc. Le fait qu'on invente quelque chose, c'est un faux concept. On n'invente jamais rien. On reprend que des trucs différents pour faire quelque chose de nouveau. Mais là, c'est trop en fait. Pacific Rim nous fait déjà la séquence où on emmène le monstre dans l'espace et on le fait tomber. Godzilla nous l'a refait. J'en ai marre. Trouvez autre chose. Voilà. Mais sinon, enfin, le seul truc qui me dérange vraiment, c'est les humains. C'est le fait que c'est encore une famille qui a perdu un proche, comme dans Gamera 3. Et donc je voue une haine au monstre en question qui apparemment est plutôt gentil. Et je finis par comprendre qu'en fait, ce qu'il veut, c'est sauver le monde. Même s'il doit y avoir des dommages collatéraux. Donc Godzilla, c'est pas Gamera. C'est pas Ultraman non plus. Godzilla, c'est Godzilla. Donc c'est compliqué de trouver le juste milieu. Mais il faut arrêter de se dire que tout se base sur les dommages collatéraux. Les gens perdent des proches, c'est vrai. Mais j'aimerais bien qu'on se base un peu sur les scientifiques, vraiment scientifiques. Les journalistes. C'est un truc qui est super intéressant, ça aussi, dans Mothra contre Godzilla en 1964. Les héros principaux sont des journalistes. Et même dans la version américaine, Ray Bambur, qui ne sert strictement à rien, c'est un journaliste. Parce que le message du monstre peut aussi passer par la presse. Un autre truc que j'ai bien aimé pour le coup, c'est Serizawa, qui est sur le meilleur personnage du film. Même si il fait des citations de biscuits chinois par moment. Tu sens que Legendary a été racheté par la Chine. Serizawa a une scène magnifique. Celle-là, je la spoilerai pas parce qu'elle est magnifique. Je trouve que c'est... Pour le coup là, ça... Outre la fanitude du réal, ça exprime tout l'amour qu'il a pour le genre, pour le coup. Enfin, n'importe quelle personne qui aime le genre aurait fait ça. Maintenant, il le fait peut-être pas correctement, il le fait peut-être pas comme tout le monde le voudrait. Je trouve que cette séquence avec lui et Godzilla est très intime et je l'aime beaucoup. Maintenant, j'espère qu'ils travailleront leur mise en scène pour le prochain. Parce que vraiment, je trouve que ce film a vraiment du potentiel. Et je suis sérieux, j'ai pas détesté le film, vraiment pas. Je trouve qu'il a pas mal de qualité. Et je trouve vraiment qu'il y a quelque chose... Peut-être que Dougherty aurait peut-être pas dû écrire le film. Il avait peut-être pas... il avait peut-être plus le point de vue pour. Peut-être qu'il aurait juste pas dû le réaliser. Peut-être qu'il aurait juste dû l'écrire. Enfin, j'en sais rien, mais il y a un moment où, en fait, un réal qui réalise et écrit 3 monteurs sur le film, un chef-op qui fait du jaune et du bleu, alors que le film te vendait bien 4 couleurs, il te vendait du rouge pour Rodan, du bleu pour Godzilla, du vert pour Mothra et du jaune pour King Ghidorah. Il faut exploiter les 4. Ce que c'est pas du tout l'affiche d'ailleurs, de l'affiche française. Mais voilà, il fallait jouer là-dessus et il ne joue pas là-dessus et c'est dommage. Il faut un truc correct, il faut que ce soit propre. Il faut arrêter avec les sound design dégueulasses et faire vivre la musique qui est géniale mais qu'on n'entend pas assez. Cette musique, on l'a entendue, toi et moi, enfin on l'a écoutée, on est tous d'accord, c'est sublime. Bien McCreary, j'adore ce type. Il a vraiment fait du bon boulot. Enfin, pour le coup, le film ne rend pas justice à son travail. Alors que tu sens qu'il était vraiment content de le faire. C'est ça, parce que Berry McCreary, tu sens que même lui, il aime ça. Et toute la musique est tapissée de bruits. Alors les bruits de pas, certes. Les vagues, tout ça, le vent, les explosions, tout ça, mais c'est trop. C'est trop, il y a trop de sound design, il y a trop de sons bizarres. On veut une atmosphère réelle, une vraie atmosphère sonore qui rappelle des gros films. Et pas juste du sound design dégueulasse pour te mettre dans une sorte de fausse ambiance monstrueuse qui marche pas, quoi. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Allez le voir parce que je pense qu'on peut tous aimer ce film quand même. C'est juste qu'il y a des défauts. Il faut l'accepter. Mais je pense que ça peut être un plaisir coupable aussi. C'est un film Godzilla. Ça a tout d'un film Godzilla. Il est juste pas assez abouti. Ils ont trop voulu se baser sur le côté fan. Il n'y a pas assez d'objectivité.
J'espère que ce sera corrigé pour le King Kong Godzilla. Je sais pas trop ce qu'il nous réserve. Il y a une scène post-générique. On verra bien ce que ça réserve. Tout le générique de fin, qui est à peu près similaire au générique de début des deux premiers. Raconte un petit peu comment va se dérouler dans quelle situation on va retrouver le monde juste après. J'attends de voir ça. Allez le voir, vraiment c'est quand même une bonne curiosité. C'est pas le film de l'année, ça le sera pas. Mais bon, je pense que ça se vaut quand même, il faut aller le voir. Voilà. Wait for it. 好评炸裂 We don't have time for this. 刺激 One, 完美 two, 乐趣无穷 three. Here we go. 惊世杰作王者万岁 This sounds amazing. 务必在大荧幕上观赏 Damn right. 哥吉拉怪兽之王5月29日周三今夏最强档 Alors avant de se quitter, on aimerait juste vous parler d'une pub. Alors l'idée c'est pas de faire de la pub pour la pub, mais au vu de la pub en elle-même, on pensait que c'était quand même important d'en parler. Donc c'est une pub pour du café Boss. C'était une marque japonaise. Qui est une filiale de Suntory. Les whisky Suntory. Pardon, je ne suis pas de marque. Et en fait, ils ont fait une pub qui relate, en fait, on pourrait dire l'entraînement de Hayao Nakajima, donc l'acteur qui jouait Godzilla dans le film de 54, justement, et sa manière on va dire de combattre la fatalité d'incarner le monstre avec tous les problèmes que ça implique, c'est-à-dire un costume trop lourd, ce genre de choses. Et en 1 minute, en plan séquence, ils font quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Alors franchement, il n'y a pas trop de commentaires à faire parce que tout est dans la pub. Oui. Ce qui est super intéressant, c'est que déjà ils reprennent cette magnifique photographie en noir et blanc qui est vraiment somptueuse. Et finalement, la légende... La pub s'appelle la star sans visage. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on raconte la légende de Haruo Nakajima, le fait que le costume était trop lourd, le fait qu'il tombait dans les pommes, le fait qu'il devait renfiler le costume, qu'il galérait dedans. Donc, et comme tu disais tout à l'heure, en un seul plan séquence, c'est toujours cette caméra qui revient sur le plateau de décor de Tokusatsu, on voit ce mec qui galère et qui petit à petit progresse et crée son personnage, et ça donne finalement le mythe, quoi. Et ça marche, quoi. Et l'émotion, elle est là, hein. Et ça fonctionne d'autant plus quand le plan passe en couleur. Puisqu'en fait, finalement, quand tu le vois, lui, tout est en noir et blanc, mais quand tu vois Godzilla, finalement, dans le film de 54, ça passe en couleur. Donc j'ai trouvé qu'il y avait quand même une certaine relecture de tout ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, évidemment, les scènes de tournage étaient en couleur, mais le film était en noir et blanc. Et là, on inverse tout ça, justement, pour, encore une fois, ramener cette légende. Et j'ai trouvé ça magnifique. Bah voilà, vous pouvez regarder là en boucle. Juste un truc, ils l'ont vraiment tourné comme un tokusatsu de l'époque. Tout le décor, c'est des maquettes, et il y a un making-of où justement on voit comment ils ont créé cette pub, et moi je suis vraiment fasciné par cette pub, enfin vraiment. Non, ça c'est un beau cadeau pour le 65e anniversaire. Je pense qu'au Japon ils le passeront peut-être en préambule du film. Bon bah voilà, qu'est-ce qu'on peut dire ? Allez voir quand même Godzilla King of the Monsters. Voyez le film quand même, faites-vous votre avis comme d'habitude. Hein. On a vraiment envie d'avoir votre retour éventuellement dans les commentaires ou par message Facebook ou n'importe. Enfin voilà, allez voir le film, dites-nous ce que vous en avez pensé. Il y aura une autre vidéo qui sortira prochainement, qui normalement aurait dû sortir avant celle-là, mais bon, l'actualité étant ce qu'elle est, c'était priorité à Godzilla. C'était la rencontre avec le réalisateur du film L'arrivée du Grand Bouddha, donc, qui avait été diffusé à Paris le 13 mai dernier. Donc voilà, on vous proposera ça dans une prochaine vidéo. Tu proposes ça parce que ça c'est ton bébé, il faut le dire. Ça il faut le dire. Oui, mais qui a tout fait et franchement, ce sera son bébé à lui, et même moi j'ai hâte de voir le produit, ça va être super bien. Attends, il faut dire la vérité, il faut rendre à César ce qui est à César. Je veux dire, c'est toi qui as fait le truc, et franchement ça va être, je pense, un truc à part, et une espèce de mini odyssée dans ce film Bouddha qui va être super intéressant. Donc voilà, allez voir le film, dites-nous ce que vous en avez pensé, et en tout cas prenez soin de vous et transmutez-vous.